Dans la crise des Gilets jaunes et puis à quelques mois des européennes, eh bien, que fait la gauche plus éclatée que jamais? C'est bien la situation qui existe aujourd'hui. Et c'est avec Marie-Noëlle Lienemann que nous sommes aujourd'hui, qui est sénatrice. Marie-Noëlle Lienemann, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une jeune femme qui va diriger la liste de la France Insoumise pour les européennes. Elle s'appelle Manon Aubry, rien à voir avec Martine Aubry. Ouais. Et elle a pris ses distances hier sur Public Sénat en disant que les propos assez favorables au régime de Chavez, donc de Maduro au Venezuela, elle ne les partageait pas vraiment. C'est votre cas aussi, vous ne les partagez pas? D'abord, moi je voudrais dire que on dit toujours que la France Insoumise ou Mélenchon sont des gens sectaires, qu'il faut être tout seul. Ouais. Je ne veux voir qu'une seule tête. La preuve en est, le choix de Manon Aubry est une femme que moi je connais très bien, très engagée. Vous connaissez bien? Oui, parce qu'elle vient de la société civile. Exactement. Moi, vous savez que je suis beaucoup engagée sur la taxation des GAFAM et l'évasion fiscale depuis des années. C'est une des meilleures spécialistes, une des plus actives sur ces sujets, une femme ouverte mais très déterminée dans ses convictions. Donc moi je trouve que c'est un bon choix. Bon. Maintenant, sur le Venezuela, d'abord c'est quand même pas le centre du monde, parce que si on voyait tous les problèmes, tous les pays où il y a des problèmes, je donne un exemple, le Gabon. Pourquoi tant de silence en France sur la situation au Gabon ? Oui, d'accord. Non, mais là, on est sur le Venezuela. Comme par hasard, tous les pays qui ont fonctionné sur les rentes pétrolières sont dans des pays qui aujourd'hui ont des difficultés considérables. Ils l'ont mal préparé. Vous ne défendez pas le régime de Chavez? Je fais d'abord une différence entre Chavez et Maduro. Ouais. Et deuxièmement, je pense que les Américains essaient de remettre la main, ou ont déjà travaillé en sous-main sur ces pays-là. Enfin, il y a des morts, il y a une population qui crève de faim. Pour autant, je ne suis ni pour accepter la mainmise qui se prépare des États-Unis, ni à considérer que la situation peut rester en l'état. L'idéal, ça serait qu'il y ait un nouveau vote. Personnellement, je pense qu'un nouveau vote ne serait pas malvenu, mais ce n'est pas à l'Union européenne, aux Américains et aux autres de commander ce qu'il faut faire. C'est à qui, alors ? C'est au peuple vénézuélien. Et par ailleurs, comme je vous disais, il y a beaucoup d'autres pays où silence radio. Et pourtant, la France est plus engagée. Vous avez du mal quand même à vous distinguer de Jean-Luc Mélenchon, qui lui a des propos attendez, la chose pro-Chavez. Distinguer, oui. Faire de Jean-Luc Mélenchon le bouc émissaire qu'il faut à tout prix affaiblir, il ne m'a pas échappé que ça ne tombait pas du ciel. D'accord. Alors, avec Emmanuel Morel, vous étiez toutes les deux au Parti Socialiste, vous avez quitté ce parti, vous avez rejoint comme allié, pas la France Insoumise, et puis, patatras, qui a eu ses perquisitions chez Jean-Luc Mélenchon, qui a dit « la République, c'est moi », et son attitude a été très critiquée dans la gauche, à l'intérieur de la gauche. Est-ce que c'est votre cas également ? Nous avons fait un choix stratégique. Ce choix stratégique est maintenu, quelles que soient les circonstances. La gauche, aujourd'hui, c'est la France Insoumise. Non, je ne sais pas ce que je vous ai dit. Ce que je dis, le choix stratégique qu'on a fait, il est premièrement créer un nouveau parti, avec nos amis du MRC. Pourquoi un nouveau parti ? Parce qu'il n'y a plus personne qui porte le flambeau d'une gauche républicaine, écologiste, socialiste du XXIe siècle. C'est un parti qui pourrait s'allier avec la France Insoumise ? C'est un parti qui travaille en convergence avec la France Insoumise. D'accord. Comment il s'appelle ce parti ? Nous donnerons le nom, puisque notre congrès fondateur, notre rencontre fondatrice, c'est les 2 et 3 à Valence, dimanche matin. 2 et 3 février. Ce week-end. Ce week-end. Et à Valence. Pourquoi Valence ? Valence, parce que c'était assez bien placé avec les TGV. C'est au centre de la France. Et les prix n'étaient pas exorbitants pour un nouveau parti. Et le hasard de la vie fait que ça semble être un temps de forte mobilisation des Gilets jaunes. On n'y est pour rien. D'accord. Est-ce que ce parti continuera à être allié ou sera allié à la France Insoumise ? Notre parti veut concourir à un nouveau Front populaire. Donc au rassemblement... Au sens de 1936 ? Contemporain. Qu'est-ce qu'il y avait dans le Front populaire ? Il n'y avait pas qu'une alliance des partis. Il y avait tout un mouvement social de l'époque, les syndicats, les associations, qui s'étaient unis autour d'un programme, des volontés de transformation. Nous considérons aujourd'hui que les cartels des partis ne permettent plus au peuple d'espérer. Et donc, il faut créer des nouvelles façons d'unir et la gauche et le peuple, et c'est ce qu'on appelle le nouveau Front populaire. Mais moi, je le dis tout net, rassembler le nouveau
nouveau Front populaire sans la France insoumise, qui est le premier parti aux élections, ça n'est pas possible, ça ne s'appelle plus le Rassemblement. Donc il faut que la France insoumise soit dedans. Donc, absolument. Et il ne faut pas faire comme si c'était la timide violette et que ceux qui ont été lessivés aux élections... la preuve, c'est que nous travaillons en très bon. Il y aura des représentants de la France insoumise à Valence ce week-end? Bien sûr, et réciproquement, vous savez qu'Emmanuel Morel, avec Manon Aubry et d'autres des amis du MRC comme Catherine Coutard, sont sur la liste proposée par la France insoumise, parce que sur la question européenne. Sur la liste des Européennes, nous avons de grandes convergences depuis longtemps. Combien de militants ou d'adhérents vous revendiquez déjà? Environ 4000. On va sur créer un parti d'ailleurs. qui n'a pas de nom encore. Hein. Voilà. Ça sera un parti politique. Ce sera un parti politique. Alors oui, de ce point de vue, nous ne sommes pas dans la même dynamique, la France insoumise. Elle n'est pas contradictoire, mais elle est différente. Oui, nous comprenons le discours de Jean-Luc Mélenchon sur fédérer le peuple, l'ère du peuple. La preuve, une partie du peuple de notre pays, une grande partie du peuple de notre pays, non seulement s'est soulevée, mais ne se sentait plus représentée. Et c'est un drame pour la gauche. On a quitté le PS en partie parce qu'ils n'en avaient rien à faire de reconquérir les couches populaires. Qu'est-ce que vous reprochez au PS aujourd'hui? Ce que je reproche au PS, c'est d'avoir d'abord ce qu'il a fait récemment et son incapacité à tirer les leçons de son échec. Pourtant, il y a Olivier Faure, en début de semaine, qui a fait le bilan, l'inventaire, d'une certaine façon, de la politique de François Hollande. En même temps, il nous dit « François, reviens, tu as toute ta place ici ». En même temps, il nous... La porte est définitivement fermée pour vous? Moi, si j'ai quitté le PS, c'est un parti où j'ai adhéré en 71. À un moment, c'était pas la mode, je me permets de vous le dire. C'est que je considère qu'hélas, ce parti est à bout de souffle. Comme j'ai dit que c'était un canard sans tête. Le socialisme a de l'avenir. Le Parti socialiste qui a abandonné le flambeau et de ses idéaux n'en a plus, à mon avis. Marie-Noëlle Lienemann, on voit bien que vous voulez unir la gauche, vous voulez que la gauche soit unie. Il y a beaucoup d'autres comme vous qui veulent faire pareil. Il y a Raphaël Glucksmann, qui a créé un mouvement qui s'appelle Place Publique, et il veut aussi que la gauche se réunissent, parce qu'elle dit si elle n'est pas unie, elle n'existe pas. Donc on a l'impression que vous êtes balkanisé, quoi. Vous êtes dans tous les coins. Premièrement, je rappelle que ce que nous proposons n'est pas simplement de rassembler la gauche, parce que si c'est pour avoir les 3%, 2%, machin, est en décalage. C'est pas électoraliste. Et d'autant plus qu'on est en décalage avec les réalités sociales et les espérances. Jamais, quand la gauche n'est pas en phase avec le peuple, elle peut survivre, exister et avoir un sens. Elle a perdu le sens du peuple, cette gauche. Évidemment, et au point même que maintenant, il paraît que dire le mot peuple serait un gros mot. Je rappelle qu'en 81, l'unité qui était le journal du PS, victoire du peuple de gauche. D'accord. Donc le peuple ne doit pas nous faire peur. Et en revanche, on sait que quand il y a réémergence du peuple, il faut qu'il y ait au sein du peuple, il y en a eu à la Révolution française, il y en a à toutes les périodes de notre histoire, des points de vue sur l'avenir pour mieux défendre l'intérêt du pays et des citoyens. Et c'est là où le clivage gauche-droite doit retrouver du sens. Mais le plaquer en disant on est de gauche, donc on a la vérité, etc., et que personne ne comprend ce que c'est que le clivage gauche-droite parce qu'on a tout fait pour l'estomper, inutile de vous dire c'est pas possible. Alors j'en reviens quand même au rassemblement proposé par M. Glucksmann. Moi, je redoute une chose qui est de dire on va rassembler tous ceux qui ne sont pas avec Mélenchon. Ça, c'est une façon plus soft de nous vendre les gauches irréconciliables. Nous, le rassemblement populaire et de gauche que nous souhaitons, c'est avec l'ensemble des forces de gauche. A contrario, parfois je dis à mes amis de la France insoumise, c'est pas à vous non plus de tamponner le label pur sucre de pur sucre proche. Mais je crois que cette tentation est écartée, on le voit dans la composition de la liste. Est-ce que vous avez participé à la réunion qui avait lieu hier, organisée par Place Publique, où d'ailleurs Anne Hidalgo devait se rendre? Non, j'y ai pas été. D'abord, j'étais au Sénat, parce que là, on parle politique, mais moi, je voudrais dire qu'on passe son temps à dire qu'on ne s'occupe pas des Français et de leurs problèmes. Là, on est en train de se battre contre les privatisations d'ADP, comme on a eu les autoroutes, etc. Là, on est en train de se battre sur les seuils qui vont encore monter. Donc, la représentation des salariés, des droits sociaux vont être rognés dans les PME, TPE. Bref, on se bat contre les délocalisations, par exemple celle de Bic, ou quand l'ARS de Rouen est en train de nous dire que les urgences sont super saturées. Donc je ne voudrais pas qu'on passe notre temps à faire ça. Donc moi, faire des réunions pour Embrassons-nous Folleville, quand la stratégie politique n'est pas celle du rassemblement de tous en lien avec le peuple, mais de constituer un bloc défensif en espérant peser, je ne sais comment, ni face au Front National. Donc, à Macron, si je comprends bien, Marie-Noëlle Lienemann, avec son nouveau parti, Emmanuel Morel,
qui est déjà sur la liste de Mme Aubry, vous serez aux européennes avec la France Insoumise. Absolument. Mais pas avec ceux qui veulent... Non, parce que d'ailleurs, je me rappelle avoir eu des débats au moment de la campagne de Benoît Hamon. Moi, je respecte beaucoup Benoît, qui a des qualités, sur lesquelles j'ai des désaccords, mais bon, c'est normal. Moi, un de mes désaccords stratégiques, c'est ce que j'appelle l'Europe des bisounours. Il se trouve que j'ai été députée européenne dès 1984. J'ai même été vice-présidente du Parlement européen. Je suis une européenne convaincue. J'ai vu se déliter le projet européen et l'écart se creuser avec les peuples. Mais vous êtes peut-être plus européenne que M. Mélenchon, alors, de ce point de vue. Non, mais justement, quelle conclusion je fais ? C'est qu'aujourd'hui, si on ne change pas les traités, l'Europe va mourir. Donc il faut dénoncer les traités, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Il faut au moins, à minima, les renégocier de façon stratégique. D'accord. Et donc, à partir de là, le plan A que propose Mélenchon, qui était d'ailleurs un plan A de la France, et pas au Parlement européen, je rappelle, un rapport de force, me paraît être le bon. D'ailleurs, aujourd'hui, j'observe que même Marine Le Pen, à partir du moment où ses copains fachos, enfin fachos, j'exagère, extrême droite... Marine Le Pen, c'est ses copains fachos, non, mais d'extrême droite en Europe, elle trouve moins indispensable de transformer les traités, parce qu'effectivement, les convergences sociales, fiscales, c'est pas son sujet. Alors, il y a une crise en France qui s'appelle la crise des Gilets jaunes, qui manifeste de samedi en samedi, avec un grand débat national. Vous y participez à ce débat national ? Non, je ne boycotte pas au sens où je ne dis pas aux gens n'y allez pas. Il y a des gens qui ont envie de dire ce qu'ils ont à dire. Mais nous, on est des responsables politiques, on a un devoir de lucidité. Vous voyez des convergences, parce que c'est un mouvement quand même qui est populaire pour le coup, mais c'est au sens où c'est un mouvement de gens du peuple, mais avec des revendications... qui paraissent, pour certaines, assez loin de la gauche, qui ont un relent un peu poujadiste, non ? Non, écoutez, moi je vais prendre un exemple. Honnêtement, l'émission Cyril Hanouna, Marine Chapa, je me disais, coup de com', machin. Bon, mais moi, vous savez, j'ai pas d'a priori. Et finalement, regardez les 7 revendications. Si vous appelez pas ça gauche, elles sont exactement sur la justice sociale, le partage du pouvoir, la démocratie, voilà, c'est quand même des idées de gauche. Vous avez été agréablement surpris par cette émission ? Écoutez, d'une certaine façon, oui. Alors bon, je ne suis pas dupe de l'effet de machin, mais vous voyez, c'est aussi extrêmement... Alors c'est vrai que c'est ambigu parce qu'au bout du compte... il ne faut pas qu'on transforme la politique en politique spectacle. Et qu'on aurait pu faire ça sans Marianne Chapa, avec quelqu'un qui n'était pas du gouvernement. Ni Cyril Hanouna, d'ailleurs. À la limite, si lui voulait le faire, et ça correspond à des jeunes, les gens qui ont... Donc moi, les gens s'expriment très bien. Où je ne suis pas dupe sur le grand débat, c'est d'abord qui va faire la synthèse. Comment on sort de cette crise ? Voilà, attendez, d'abord qui va faire la synthèse du grand débat ? Des algorithmes. Ils vont prendre les comptes rendus. Oui, mais il faut bien... Eh ben, je vais vous donner un exemple. Demandez au comité d'éthique qu'est-ce qu'ont donné la sortie des algorithmes après la consultation nationale sur le truc d'éthique. Il n'y avait rien sur l'éthique, vous savez, la loi bioéthique. Il n'y avait rien sur le fait que les patients voulaient être partie prenante des décisions. Et alors que toutes les auditions qu'avait fait le comité, les patients revendiquaient, et on connaît autour de nous, les gens le disaient. Ça n'est pas sorti des algorithmes. Donc moi, je me méfie comme de l'an 40 de ce qui va sortir. Comment on sort de là, Mme Lindemann ? Et la deuxième chose, c'est qu'il faut, à un moment ou à un autre, soit on a un nouveau pacte, ce que dit le président. On veut faire un nouveau pacte avec les Français. Si c'est un nouveau pacte, il faut passer devant le peuple. Donc dissolution ? Alors, soit dissolution, soit un référendum, mais pas... Ou les deux à la fois ? J'en sais rien. En tout cas, moi, je dis que le président ne pourra pas faire l'économie de repasser devant le peuple parce qu'il n'a pas pris la mesure de conditions. Lui-même ou l'Assemblée nationale ? De faire voter l'Assemblée. Je ne suis pas pour que le président démissionne. On verra. C'est à lui de prendre ses responsabilités. Mais pourquoi je dis ça ? C'est que moi, je fais partie des gens qui, dès le début, ont alerté quand j'entendais le pipeau de La République En Marche. On a été élus sur notre programme, tout notre programme, rien que notre programme. Je leur disais, même si moi, je ne suis pas d'accord avec vous, vous devriez avoir la lucidité de penser que vous avez eu 24 ou 27% au premier tour et que les autres ne c'est pas 50 sur votre. Donc Chirac avait déjà fait d'une certaine façon cette erreur de croire qu'une fois qu'il était élu parce qu'il était contre le Front National, c'était un chèque en blanc sur ce qu'il pensait. Donc il faut renouer. Si le président veut un nouveau pacte, il faut repasser devant le peuple. Marine Lindemann est avec nous, la sénatrice ancienne PS, et maintenant à la tête d'un mouvement dont on connaîtra le nom dès dimanche. Rendez-vous à Valence pour suivre les débats. Et c'est avec Jérémy Pontieux qu'on va poser vos questions maintenant.
Jérémy, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Madame Lienemann. Alors première question de Laetitia qui nous dit que pensez-vous de la hausse au 1er février de certains produits alimentaires? Elle nous dit ce que Macron donne de la main droite, il la reprend de l'autre. Alors il faut peut-être expliquer que c'est dans le cadre de la loi alimentation, pour un juste prix des produits qu'on consomme quotidiennement quasiment. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi j'étais pour l'augmentation. À la faveur de cela, il y a des produits donc qui augmentent. Voilà, moi personnellement je suis pour que l'alimentation soit payée à son juste prix puisqu'on puisse correctement rémunérer nos agriculteurs et favoriser la production française et d'ailleurs les circuits locaux et nationaux. Donc je crois qu'on a voulu tirer vers le bas l'alimentation en termes de qualité, en termes de prix pour les couches les plus populaires, sachant que pour une partie des autres, ils choisissaient des produits plus chers. Donc je suis favorable à le fait qu'on paye au juste prix les produits alimentaires et de qualité. C'est l'ambition de la loi. Donc, moi, je suis pour qu'on ait du pouvoir d'achat garanti pour tous. J'ai contesté dans les mesures d'Emmanuel Macron le fait qu'il ait privilégié la prime d'activité plutôt que la hausse des salaires. Parce que, à la fois, je ne suis pas d'accord sur l'argumentaire de Laetitia, sur il reprend tout de suite, mais à terme, la prime d'activité, c'est un curseur que les pouvoirs publics peuvent modifier. Oui. Alors que vous savez très bien qu'à partir du moment où on a augmenté les salaires, c'est quand même rare qu'on les baisse par une décision publique. Après, on peut les rogner par d'autres mécanismes. Et puis parce que je pense que dans la revendication des Gilets jaunes, il y avait pas seulement d'avoir du pouvoir d'achat, bien sûr, mais d'être, quand on travaille, rémunéré pour pouvoir vivre dignement de son travail. À son juste prix. Voilà. Donc, je suis pour le juste prix des agriculteurs et le juste prix des salariés. D'accord. Christian, sur le Figaro.fr, nous dit que pensez-vous de la nouvelle loi anti-casseurs? Il précise, est-ce que vous adhérez au fichier des casseurs, voleurs, violents, cagoulés, nous dit-il, pendant la durée des manifs? Alors, c'est une loi qui est en discussion actuellement à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai voté contre. Quand elle était au Sénat. Quand elle était au Sénat, puisqu'en fait, c'était une proposition de loi du groupe LR, de Retailleau. Moi, je considère qu'on est dans une dérive autoritaire du pouvoir, qui ne règle absolument pas les problèmes. Chaque fois qu'on durcit ces lois, on voit le niveau de violence monter, on trouve toutes les combines pour faire croire qu'on va... Et en fait, ça ne sert à rien. Le vrai débat... Non, moi, je suis pour l'interdiction du flashball. Je suis contre qu'on arrête les manifestants avant même qu'ils aient manifesté. On a quand même eu là, des gardes à vue préventives, entre guillemets, qui est quand même normalement anti-droit de manifester, donc anticonstitutionnel. Donc, qu'est-ce que vous proposez ? Donc moi, ce que je propose, c'est plutôt un débat sur une loi de la sécurité intérieure. Mais elle a déjà eu cette loi de la sécurité pas intérieure. sur la loi de sécurité intérieure, pas sur les moyens. Contre le terrorisme. Surtout. Non, mais je parle des moyens à dégager. Parce que nous avons une grande hypocrisie. Oui. Nous avons besoin de mieux articuler la justice et la police. Et pendant le temps qu'on est en train de débattre, ils sont en train de faire une loi qui va affaiblir le lien entre les citoyens. Elle est liberticide, cette loi ? Non, là, je parle déjà de la justice. Celle-là, elle éloigne le citoyen et la justice du citoyen. La deuxième loi, elle incarne une dérive autoritaire d'impuissance. Et moi, je demande que l'État redevienne capable d'agir avec mesure et efficacité. Vous êtes opposé contre la privatisation de l'aéroport de Paris et un internaute nous dit les péages des autoroutes sont trop chers puisqu'il aura fait un rapport de la privatisation des autoroutes, mais reconnaissons que leurs entretiens sont pour la plupart au top. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait être la même chose pour les aéroports de Paris ? Bon, d'abord, je pense qu'on peut faire de l'entretien au top avec des structures publiques, ce qui existe d'ailleurs dans bien des domaines. Quant à l'aéroport de Paris, honnêtement, il y a des fois des laissés-aller. Je me rappelle une période à Orly où j'avais largement protesté. Mais enfin, on ne peut pas dire que nos aéroports sont le drame. D'ailleurs, si c'était le drame, ils ne vaudraient pas aussi cher. Pourquoi vous opposez à cette privatisation ? Alors, je vous explique pourquoi je m'oppose à cette privatisation. Deuxièmement, parce que c'est pas... il y a des secteurs où il y a de la concurrence, parce qu'il peut y avoir plusieurs produits soumis avec des... Là, c'est une infrastructure qui, elle-même, est une infrastructure qui n'est pas en concurrence, etc. Unique, Deuxièmement, il y a plein d'enjeux d'intérêt public qui se mêlent et que le secteur privé ne peut pas arbitrer. Par exemple, le rôle d'Air France. Air France a un hub majeur qu'est Roissy. Si Aéroport de Paris ne s'arrange pas
pour que ce hub soit favorable à Air France, en taux de redevance, en organisation des services, en disant je m'en fous pourvu que je fasse le maximum de profit, je vais vous dire que les compagnies du Golfe ont un boulevard devant elles dans ces... Donc, il y a Air France. Troisièmement, moi je veux bien qu'on nous dise les douanes s'occupent, etc. Mais tout se tient. La sécurité, c'est pas simplement les douaniers présents, c'est l'organisation des services, etc. Troisièmement, on nous dit... Quatrièmement, on nous dit ça va rapporter. D'abord, on ne sait pas combien, parce qu'on nous dit grosso modo 8-10 milliards, sauf que, comme on avait une société à majorité publique, la concession d'ADP était donnée sans limite de temps, puisque c'était contrôlé par l'État. À partir du moment où c'est privé, on n'a pas le droit de donner un truc éternel, si je puis dire. Oui. Donc, il faut dédommager la société du fait qu'on la prive davantage. Donc, quand vous allez enlever combien ça vaut, moins les dédommagements, on va voir des clopinettes. Bilan annuel pour la pseudo-innovation dont on nous parle, ça va faire du 150, 170, maxi 200 millions par an. Mais franchement, quand vous voyez les sommes du crédit impôt recherche gaspillées dans certains domaines, je ne demande pas sa suppression, je demande son contrôle et sa réorientation. On a largement de quoi faire un grand fonds de l'innovation en France. Et je termine, regardez l'exemple de Toulouse. Ah, on nous avait dit Toulouse, les Chinois, gna gna, etc. Ils revendent Toulouse avec tous les dividendes qui se sont accranchés. Croyez pas que cet argent il était plus utile pour moderniser notre outil aéroportuaire ou notre mobilité en France. Dernière question. Anne Hidalgo a annoncé la création d'une police municipale et Karl Ninard nous dit combien va coûter cette police qui va disparaître car trop coûteuse juste après les élections de 2020. Alors, vous êtes favorable à une police municipale à Paris ? Écoutez, moi, à partir du moment où la maire considère que maintenant l'organisation des services avec la préfecture de police ne permet pas d'assurer correctement la sécurité à Paris, personnellement, je n'y suis pas défavorable. Pas défavorable. Est-ce que Mme Hidalgo pourrait rejoindre votre mouvement ? Je ne crois pas. Parce que sur le fond, alors je respecte beaucoup Anne Hidalgo, mais sur le fond, justement, nous avons des désaccords. Nous ne croyons pas que l'avenir du mouvement socialiste soit une espèce de social-démocratie, fût-elle généreuse, mais qui n'est quand même pas très déterminée dans la transformation de la société capitaliste. C'est dit. C'est Mme Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice, qui était ce matin dans nos studios. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à vos questions, chers internautes, via Jérémy Pontieux. Et à demain.